Sa petite amie la plus belle le trahit avec une excuse pour partir avec un autre type qui a mieux réussi, mais pas aussi puissant. Et elle ne le sait pas, mais peu importe, parce que comme le dit le philosophe, il y en a toujours une qui te sauve d'une autre. Au cours d'une bataille acharnée entre deux ennemis redoutables, un jeune homme est tombé du ciel après qu'un accident l'a transporté dans un autre monde. Cette fois, ce n'était pas Kamyon-kun, ce type a déjà pris trop de vie. Mais oui, je me souviens avoir joué à un jeu pendant 90 heures d'affilée quand l'électricité a lâché et lui a explosé au visage. Le garçon, Jay, n'en revenait pas d'être dans un autre monde. Le plus surprenant fut l'accueil d'une entité puissante. La créature céleste bleue, qui ressemblait à un schtroumpf, se présenta comme le système Golden Finger, qui était sur le point de lui accorder un pouvoir écrasant au niveau des dieux, mais tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un tarif. Le jeune gamer n'avait absolument pas d'argent, alors l'esprit bleu lui accorda un prêt pour le moment, et lui offrit même gratuitement un bâtiment d'école d'arts martiaux. L'accord fut conclu et le garçon reçut tout ce qui lui avait été promis, comme l'escrime et la forge au niveau divin, mais la seule chose qu'il ne put pas faire fut d'absorber l'énergie spirituelle, car il ne reçut pas la capacité de cultivation. C'était tout ce qui comptait pour lui et il se sentait arnaqué. Il n'arrivait pas à croire avoir payé autant pour des compétences qu'il jugeait inutiles. Son rêve de dominer le monde et de vaincre des monstres était terminé. Il resta à crier de désespoir lorsque la créature magique disparut, attendant ses paiements en plusieurs fois. Il voyagea dans la misère à travers le pays pendant 5 ans avant d'accepter son destin et de mener une vie simple en utilisant ses compétences. Il peignait, forgeait des armes, écrivait des livres et prit même un disciple dans son école d'arts martiaux. Non pas par une intention noble, mais simplement parce qu'il ne voulait pas se sentir seul. Jay était sans argent et ne pouvait gagner sa vie qu'en vendant ses livres aux voyageurs sur une route fréquentée. Un jour, Lon et son élève Lowly passèrent par là. La jeune élève fut attirée par l'étal de livres et alla jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il en était. Jay n'eut aucune honte et profita de l'occasion pour convaincre la jeune fille d'acheter un livre. En gros, il faisait exactement ce qu'on lui avait fait, mais cette fois avec cette pauvre fille. Jay ne valorisait pas ses propres livres d'art, mais était prêt à tout pour gagner de l'argent. Il raconta donc beaucoup de bêtises pour les faire passer pour exceptionnels. Lon n'était pas du tout convaincue par ce matériel de mauvaise qualité et elle attrapa son élève pour partir. Mais la fille tenait tellement à acheter le livre qu'elle s'est transformée en sa version musclée et a laissé à Lon d'autres choix que de l'acheter. Elle n'a pas obtenu les 10 pièces d'argent qu'elle espérait, mais Lon a payé une seule pièce pour le livre et a trouvé cela généreux. La maîtresse et son élève ont poursuivi leur voyage dans la forêt. Membre de la secte Shin-Shinsen, la femme était restée bloquée au rang de maître martial depuis des années. Malgré ses efforts, elle ne passait pas au niveau suivant jusqu'à ce qu'elle consulte le livre. Rien qu'en le lisant, elle a pu passer au niveau supérieur grâce au savoir qu'il contenait, qu'elle a reconnu comme la forme la plus pure de l'art martial. Pendant ce temps, sur son lieu d'entraînement, son chef tentait d'atteindre le niveau de roi martial pour un combat contre son rival dans 3 jours. Il devait réussir une percée, sinon son clan serait anéanti. Il s'est assis là et s'est rappelé comment tout cela était arrivé. Ses élèves avaient combattu un roi loup démoniaque pendant plusieurs mois. Et juste au moment où ils allaient porter le coup final, son rival nommé Ning a revendiqué la victoire et a emporté le noyau du démon de haut niveau. Shinsen ne pouvait tolérer un tel manque de respect et passa à l'offensive, mais son attaque frappa dans le vide. Ning était déjà au niveau de roi martial et a esquivé facilement tout en rendant un coup. Il a promis d'effacer la secte Shinsen en 7 jours, puis il est parti. Ce maître devait affronter cela. À ce moment-là, il ne pouvait dépasser sa limite et savait que c'était fini pour lui. Peu après, Long est arrivé pour interrompre sa méditation de 3 jours qui clairement ne menait à rien. Shinsen était stressé, alors il lui a dit de le laisser tranquille. La femme insistait pour qu'il lise le livre qu'elle venait d'acheter, mais il voyait cela comme une perte de temps et lui ordonna fermement de partir. Long fut obstinée et refusa de partir. Elle montra plutôt de quoi elle était capable après avoir percé dans le royaume de l'esprit martial. Shinsen, stupéfait par sa puissance, réussit à lire le livre qu'elle avait apporté. Au début, il le méprisa, puis l'ouvrit. L'homme fut impressionné par les connaissances contenues dans un livre aussi insignifiant. Il fit également une percée dans son monde intérieur, où il était littéralement entraîné de force par le système Golden Finger. Il pouvait sentir la puissance circuler en lui, et ainsi, Shinsen avait atteint le niveau de roi martial. On peut donc dire sans hésiter que Jay est bien trop puissant. En parlant de Jay, ce type était déjà sur le marché du village en train de dépenser son argent en nourriture.
plus précisément en viande. Il mangeait tout seul alors que sa disciple avait faim à l'école. Il n'avait pas de nourriture, alors il lui a dit de jeûner pour devenir plus forte. Pendant ce temps, ce soi-disant maître dévorait sa nourriture. Non loin de là, un chien volait de la nourriture à un vendeur et s'est enfui sans problème, mais il a percuté Jay pendant qu'il dégustait son repas. Et il a décidé de l'attaquer. Il s'est avéré que ce chien était en réalité un loup démoniaque incroyablement puissant qui avait été expulsé de la tribu des loups dévoreurs du ciel. Jay a vu l'attaque et l'a stoppé d'une main. Le loup a alors lancé une attaque dévastatrice, mais Jay n'a pas été blessé. Seule sa nourriture a été abîmée, ce qui l'a rendu furieux. Alors, en guise de paiement, il a décidé qu'il allait manger la créature pour avoir gâché son repas. Le puissant loup s'est effondré de peur pure. Clairement, Jay n'était pas un mortel ordinaire. Ce type était incroyablement fort et il ne s'en rendait même pas compte. Sur le chemin du retour, le renard a essayé d'attaquer Jay à nouveau, mais son attaque ultime n'a été pour lui qu'une petite tape. Pendant ce temps, le maître Xingchen voulait lui rendre visite et a insisté pour que Lan l'y conduise. Lorsqu'ils sont arrivés à son école, le panneau à l'entrée faisait office de sécurité. Lan ne l'a pas remarqué, mais Xingchen, lui, l'a bien vu. Il l'a ignoré et tous deux sont entrés dans l'enceinte en s'adressant respectueusement à Jay. Ces deux-là savaient qu'il était incroyablement puissant, alors ils ont fait attention à la façon dont ils se sont présentés. Ils ont été accueillis par Yang, ravis d'apprendre qu'il venait y voir son maître. Yang ressemble à un garçon, mais je pense que c'est une fille. Quoi qu'il en soit, elle leur a gentiment demandé de s'asseoir pendant qu'elle nettoyait l'endroit. Mais les invités étaient trop impressionnés pour simplement s'asseoir et ont fini par s'occuper eux-mêmes du nettoyage jusqu'au soir. Et là, il est finalement arrivé et a été surpris que Lan soit venu avec son maître pour s'excuser de ne pas avoir payé la somme complète. Jay était détendu et les a invités à rester manger, car il était sur le point de cuisiner le loup errant qu'il venait de trouver. Xingxing et sa disciple pouvaient sentir l'énorme énergie démoniaque qui émanait du panier que Jay portait, et ils étaient effrayés. Mais Jay et son disciple ne pouvaient pas s'en soucier moins. Ils ne ressentaient aucune menace. Il est entré pour commencer la préparation, et même sa façon de cuisiner était d'un niveau divin. Lan et Xingchen ont goûté un légume qu'il avait coupé, et ils ont été complètement impressionnés. Mais ils ont pris peur quand la créature est sortie du panier. En la voyant, ils ont compris et ont reculé. Ils ont averti Jay du danger lorsqu'il est revenu, et ils ont été surpris que le démon céleste recule de peur en voyant Jay. Xingchen a pensé qu'il valait mieux ne pas manger le monstre afin d'éviter d'être chassé par la tribu des loups. Il savait avec certitude que quelqu'un d'assez fou pour manger un tel monstre devait être au moins 4 niveaux au-dessus du roi martial, et il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Pendant ce temps, alors que Jay se préparait à achever le monstre, Yang est entré et a trouvé cela mignon. Zhong semblait très puissant, ayant pris la bête dans ses bras et supplié son maître de l'épargner. Ses yeux de chien battu n'ont pas échoué, Jay a accepté et l'a gardé comme animal de compagnie. Xingchen et son élève observaient tout cela caché derrière un buisson. Ils voyaient Yang comme une personne tout à fait normale qui ne possédait aucune aptitude à la cultivation. Tout cela n'avait aucun sens pour eux. Même la lame de cuisine d'apparence ordinaire que Jay tenait était en réalité une arme divine de niveau sacré. Lan sauta hors des buissons pour supplier Jay de lui donner l'arme. Lorsque Shen mentionna que lui prêter l'arme l'aiderait à vaincre Ning, Jay n'eut aucun problème avec cela et la lui remit humblement, tandis que le maître de la secte pleurait de pure gratitude. Il promit de la rendre dès qu'il aurait fini de l'utiliser. Ils quittèrent l'école après une nuit pleine d'événements et retournèrent à leur quartier général pour tester la lame. Une annonce fut faite pour que les membres importants viennent assister à l'événement. Il y avait une pierre spéciale qu'ils utilisaient pour tester les armes. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était que l'arme la coupe un peu. Il informa ses partisans que s'ils mouraient lors de ce combat, il voulait qu'ils donnent à Jay son objet le plus précieux. Ils ne comprenaient pas, mais il leur dit simplement de le faire. Le discours prit fin et il était temps de tester l'arme. Le vieil homme la saisit à 2 mains et la balança de toutes ses forces, mais il ne se passa rien. Il se mit à pleurer en pensant qu'il avait mal jugé l'objet. Il était certain qu'ils étaient perdus. Avant que les étudiants ne remarquent son échec, le rocher derrière lui vola en éclats, réduit en 1 milliard de morceaux. Xingchen était maintenant prêt pour le combat de sa vie. Le jour arriva et Jay y vit une grande opportunité d'affaires. Il fabriqua des jumelles pour les louer aux personnes qui voulaient assister au combat. Comme cela était dangereux, les gens ordinaires ne pouvaient pas s'approcher pour voir. Il les conduisit à un point d'observation et commença sa présentation, qui fut un succès. Ils ont pu voir le combat depuis une distance sûre. Il ne fallut pas longtemps avant que Ning arrive et que l'affrontement commence.
Xingzhen avait confiance car il était maintenant au même niveau que son ennemi. Lorsque les coups ont commencé à pleuvoir, il a vite compris, après avoir reçu un coup au visage, que Ning était à un niveau supérieur dans le royaume martial. Xingzhen a fini avec le visage ressemblant beaucoup à un combattant de l'UFC. Après avoir été humilié, Ning a révélé une bombe. Il était dans le royaume martial depuis au moins 20 ans. La nouvelle a fait comprendre à Xingzhen qu'il était face à Ning, qui n'a montré aucune pitié et a détruit Xingzhen en utilisant sa technique de clone d'ombre au rabais. Il l'a frappé comme si on avait insulté sa mère. Xingzhen se battait pour sa vie, respirant tout l'oxygène que ses poumons pouvaient absorber. Il n'avait aucune chance, et il le savait. La différence de puissance était bien trop grande. Il mit sa main derrière lui, attendant le moment parfait pour sortir la lame de cuisine divine et trancher Ning lorsqu'il baisserait sa garde. Mais d'une manière ou d'une autre, Ning savait déjà pour l'arme divine de Xingzhen. Cette révélation prouvait qu'il y avait un traître au sein de la secte. Ning commença à bouger tout en invoquant une substance verte. Lui aussi possédait une arme divine, bien que la sienne fût maudite. On disait qu'elle avait pris 1 million d'âmes et qu'elle retirait même 10 ans de vie à son utilisateur. Ce type ne plaisantait pas. Xingzhen sortit aussi son arme, mais personne ne fut impressionné. Tout le monde se moqua de lui avec ce rire qui te donne envie de pleurer. Mais il n'eut même pas le temps de réagir que Ning passa à l'attaque et Xingzhen ne put rien y faire. Le vieil homme avait confiance dans les talents de forge de Xingzhen, mais doutait qu'un simple couteau de cuisine puisse rivaliser avec l'arme maudite de Ning. À ce moment-là, Xingzhen avait déjà renoncé. Le vieil homme paniquait, mais il entendit alors les paroles inspirantes de Xingzhen sur la persévérance. Xingzhen pensait être venu pour l'encourager. Cependant, la réalité était que Xingzhen ne voulait pas que le combat se termine. Si le duel prenait fin, il perdrait des clients. C'est donc l'avidité qui l'a poussé à prononcer ces belles paroles. Xingzhen se sentit inspiré. Même son aura changea, comme l'un l'a remarqué, mais pour Ning, rien n'avait changé. Il passa à l'attaque, qui au début sembla submerger Xingzhen. Mais le vieil homme fit confiance à Ye et se contenta de brandir le couteau. Cette simple attaque détruisit complètement l'arme de Ning et au passage lui arracha le bras. Il n'attendit même pas que la poussière se dissipe et se retira avec ses subordonnés. La secte Qinshan n'était pas disposée à les laisser s'échapper, mais leur chef intervint en disant que cela allait. Il pensait que Ye voulait qu'ils fassent preuve de miséricorde et que les deux sectes coexistent en équilibre sans que l'une domine l'autre. Ye, de son côté, voulait que le combat continue afin de garder ses clients. Il s'est retrouvé dans la misère lorsqu'ils sont partis après la fin du combat. Eh bien, sa situation était sur le point d'empirer lorsqu'il a rencontré son amour d'enfance et petite amie Panjing, qui apportait de mauvaises nouvelles. Elle avait été acceptée dans la secte Qinshen, qui interdisait les relations entre cultivateurs et mortels. Elle venait donc lui annoncer en face qu'elle rompait avec lui. Mais le pire n'était pas cela. Le pire, c'est qu'elle s'est retrouvée immédiatement dans les bras d'un homme de la secte qui avait usé de son influence pour lui permettre d'y entrer. Malgré tout, le cœur brisé, Ye quitta les lieux après avoir vu sa véritable nature. Il savait qu'elle appartenait à la rue. Ce nouvel homme fut révélé comme le traître dans la secte Qinshen. Lorsqu'il a fait son rapport à Ning, il allait être éliminé pour avoir échoué comme espion. C'est alors qu'il raconta à Ning tout ce qu'il savait sur la façon dont Qinshen avait atteint un tel pouvoir. Il a désigné le gymnase d'arts martiaux de la ville de Danding comme étant la raison de tout cela. Il avait entendu dire qu'il y avait là-bas un maître redoutable, mais il ne savait pas qu'il s'agissait de Ye. Ning lui a épargné la vie et a convoqué les frères Wu, Wushen et Wuhong. C'étaient des démons incroyablement puissants du groupe obscur. Ning leur a confié la mission de trouver le responsable, peu importe s'il le ramenait vivant ou mort. Les frères sont donc partis. Ils ont commencé à terroriser différentes écoles d'arts martiaux à la recherche de cette personne mystérieuse. Après avoir détruit un établissement, ils ont rencontré un vieil homme qui leur a dit de s'occuper de leurs affaires s'ils ne voulaient pas mourir prématurément. Mais en voyant ce vieil homme, il n'était pas nécessaire que quelqu'un dise qu'il était extrêmement fort. Rien qu'en sentant son aura, ils se sont tous les deux enfuis de l'endroit. Wuhong a senti que sa puissance était 10 fois supérieure à celle de son maître. Puis il a dit que ses calculs étaient faux, car ce vieil homme était au moins 100 fois plus puissant. Ils n'étaient pas allés bien loin dans la forêt quand le vieil homme les rattrapa, volant au-dessus d'eux tel un écureuil. Il a tendu la paume et a libéré une attaque de feu brûlante qui a ravagé une grande partie de la forêt. Mais les frères ont réussi à s'échapper de justesse. L'un d'eux pensa que c'était le type que leur maître recherchait. Mais l'autre lui rappela que la personne recherchée était un nouvel arrivant dans la ville de Yongping. Le vieil homme prépara une nouvelle attaque pour les éliminer. Les frères furent obligés d'utiliser une relique spéciale connue sous le nom de pierre Shentian pour se téléporter hors de cet endroit. Ils arrivèrent dans la zone où se trouvait l'école de G. Ils faillirent ne pas la trouver. Et ils ne furent pas impressionnés par son apparence lorsqu'ils la virent. Leur présence fut perçue par le petit loup chargé de surveiller l'enceinte. Son nom était Hao Qing, et il se leva, prêt à se battre,
essayant d'avertir Yang au sujet des ennemis, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Wushan libéra son aura et le loup sut avec certitude qu'il ne pouvait pas les vaincre dans son état actuel. Pendant ce temps, les frères méprisaient l'endroit et pensaient qu'une seule personne suffisait pour s'occuper du travail. Wushan commença par attaquer l'étendard juste au-dessus de l'entrée. Mais celui-ci se régénéra et lança des armes contre eux. Wuhan les esquiva, mais Wushan se recroquevilla en boule. La peur dans ses yeux était intense et il dit à son frère de s'enfuir, mais il était déjà trop tard. Une barrière les piégea à l'entrée et les transporta dans une autre dimension. Ils ont surmonté leur peur quand Wuhan s'est rappelé qu'il possédait la pierre Shen-Tian, capable de résoudre toute situation facilement. Mais alors, ils ont vu l'aura incroyable de Jay, qui les considérait simplement comme des insectes. Ils furent repoussés comme si de rien n'était et moururent sur le coup. Jay ignorait ce qu'il venait de faire et ne savait même pas que son bâtiment était attaqué. L'un d'eux est resté collé au mur comme une œuvre d'art moderne, tandis que l'autre a été complètement pulvérisé, ne laissant qu'un os. John est sorti après avoir entendu un bruit, mais il n'a trouvé que la pierre Shen-Tian et un morceau de la cape de Wuhan. Haoxing a vu comment elle utilisait le trésor divin pour boucher un trou dans les escaliers et a pris la cape, également un trésor suprême, comme un simple chiffon. Le loup s'est évanoui rien qu'en voyant cela. Il ne fallut pas longtemps avant que le vieil homme, qui s'appelait Wuhan, n'arrive. Mais il était là pour une autre raison. Le vieux Wu connaissait Jay grâce à leur partie régulière de jeux de société et il était venu le défier. Il n'était pas de taille et a encore perdu. Wu fut impressionné par la prestance de Jay et il était certain qu'il n'était pas un simple mortel. Ce qu'il confirma, ce fut de voir que la pierre Shen-Tian avait été utilisée pour réparer les escaliers. Il ne croyait pas que Jay ait déjà éliminé les frères. Pour lui prouver sa puissance, il invoqua un râteau divin suprême qu'ils avaient failli perdre la vie pour obtenir. On disait que c'était l'une des 10 meilleures armes. Jay le considérait simplement comme de la ferraille et un outil agricole inutile. Il dit au vieux Wu de le jeter. Mais lorsque le vieil homme fut profondément offensé par ces paroles, Jay proposa de nettoyer l'arme rouillée. Il l'emmena dans son atelier pour la réparer pour 5 pièces. Wu était impatient de voir son habileté. D'un seul coup de son marteau, Jay fit disparaître les taches de sang qui couvraient l'arme. Au fil des années, celle-ci prit une nouvelle forme admirée, ce qui laissa le vieux Wu sans voix. Il reprit connaissance seulement pour s'évanouir à nouveau en voyant le travail de Jay. Pendant ce temps, Xin Shen avait emmené son second, Yuner, rendre visite à Jay. À peine était-il entré que Xin Shen aperçut une énergie de dragon se manifester à la suite de la forge de Jay. Yuner était encore plus surpris de voir le légendaire Wu Hong, qui était au niveau de sage martial, 2 rangs au-dessus du roi martial. Il n'en revenait pas d'être là, paniquant en voyant le travail de Jay. Le vieux Wu était tellement stupéfait et effrayé qu'il s'est même mis à appeler sa mère. Jay présenta l'arme raffinée et ne demanda aucun frais, pensant que Wu était contrarié d'avoir perdu son duel. Shang Shena fait remarquer que même s'il vendait toute la secte, cela ne suffirait pas à payer le service de Jay. Le vieux Wu était tellement reconnaissant qu'il décida de signer un contrat céleste et terrestre, utilisant la terre comme papier et les éclairs comme plumes. Il a juré de sacrifier sa vie 10 000 fois pour Jay, si jamais il en avait besoin. Le plus incroyable, c'est que ce contrat ne pouvait pas être rompu. Après le spectacle, le vieux Wu a commencé à se comporter de façon suspecte. Alors Jay l'a chassé de sa résidence. C'est alors que Jay a vu Shin-Shin et Yuner, qui étaient venus lui remettre la perle de feu, le trésor le plus précieux de leur secte. Jay l'a accepté calmement et leur a présenté son nouveau livre d'arts martiaux. Yuner a immédiatement ressenti la valeur du livre. Elle l'a arraché et s'est enfuie pendant que Xin Shen la poursuivait. Finalement, il l'a rattrapé et a récupéré le livre de force. Pendant ce temps, Jay s'était rendu dans la ville principale dans l'espoir d'obtenir un contrat d'édition pour ses livres. Il a eu une réunion avec Mao, un haut fonctionnaire de la chambre de commerce de Yunping, qui l'a accueilli avec une attitude arrogante. Au début, il semblait proche d'un accord, mais l'homme l'a méprisé, refusant de publier ses textes. Jay, déçu, est parti dignement sans accepter l'invitation au thé. Il s'est retiré dans une ruelle sale pour se lamenter du rejet. Au milieu de sa tristesse, Lan et Luoli sont arrivés avec un panier de fruits offert par Xin Shen. Jay s'est senti un peu mieux après avoir mangé. Ses livres étaient réparpillés sur le sol et Lan a découvert qu'il était l'auteur du roman qu'elle admirait tant. Son rêve avait toujours été de rencontrer l'auteur. Luoli l'a empêché de trop révéler son admiration. Lan était clairement très ému. Luoli a alors révélé que son père était le président de la chambre de commerce Baofeng. Et il a proposé d'aider Jay à publier ses livres. La seule condition était que Jay embrasse Lan. Luoli l'a dit comme une sorte de tentative de jouer les Cupidons, mais Lan a senti qu'elle n'était pas digne de Jay et a rejeté l'idée avec respect. Ils sont alors allés voir si son père pouvait aider. Lorsqu'il a entendu Shin-Shan appeler Jay maître,
il a ressenti le besoin de publier tout ce que Jay écrivait. Bien que l'édition ne soit pas sa spécialité, le président a ordonné que le travail commence immédiatement. Il était même prêt à risquer la faillite de son entreprise. Sa décision a fini par porter ses fruits, car lorsque le roman a été publié, ce fut un succès instantané. Les gens l'ont profondément aimé et il avait enfin obtenu la percée dont il avait tant besoin. Il s'était écoulé un certain temps depuis lors et une membre de la secte de Ning nommée Su Ling avait suivi l'aura des frères jusqu'à l'école de Jay. Pour une raison quelconque, elle a réussi à franchir l'entrée et à observer Jay de loin. Elle a vu Hao Qing lui apporter un os. Jay le prit l'os et le lança pour que le loup ne le rapporte pas. Mais Su Ling l'intercepta et sentit l'esprit de Wu Hong. Elle n'arrivait pas à croire que cet homme soit mort. Avant qu'elle ne le réalise, Jay était déjà derrière elle et lui demandait si elle le reconnaissait. La femme terrifiée cracha du sang de peur et s'enfuit en courant, convaincue que Jay allait l'éliminer, alors que Jay ne comprenait pas ce qui se passait et l'avait simplement invité à prendre le thé. Plus tard dans la journée, un serviteur de la chambre de commerce, Bofen, arriva avec de bonnes nouvelles. Il remit à Jay une carte dorée contenant 300 000 pièces, d'argent correspondant à la part des ventes du mois précédent. Jay n'en croyait pas la quantité énorme, mais à voir son expression, le serviteur pensa qu'il était insatisfait. Il s'enfuit effrayé et promit d'informer son patron que la somme n'était pas suffisante. Jay, en revanche, était complètement euphorique. Il était désormais riche. Sa célébration fut brusquement interrompue par le président Mao, qui arriva avec une offre de 100 000 et des excuses. Ses collègues lui avaient ordonné de reconnaître son erreur, car pour avoir rejeté Jay, son institution avait été dépassée par la chambre de commerce Bowen, qui avait connu un énorme succès en vendant les livres de Jay. Mais Jay n'était plus intéressé par son aide et le rejeta avec la même froideur avec laquelle il avait été traité auparavant. Le président Mao dut accepter la défaite, surtout en voyant la carte VIP dorée que Jay avait reçue. Pendant ce temps, Su Ling informait Ning avec horreur de ce qu'elle avait vu. Ning était furieux d'apprendre que les frères avaient été éliminés de façon aussi brutale. Sa colère redoubla en découvrant que ces reliques servaient de remplissage pour les marches et de chiffons inutiles. Ning ne supporta pas l'humiliation et jura d'éliminer Jay de ses propres mains. Il ordonna à ses hommes de se préparer car ils partaient en guerre. Cependant, les amis, c'est ici que nous terminons la première partie de ce donghua, actuellement en diffusion. Avec une animation plutôt bonne, une histoire divertissante, même s'il n'y a pas trop de scènes d'action, mais c'est une approche assez intéressante pour un donghua amusant. J'espère que ce que nous avons vu jusqu'ici vous a plu. Je vous ferai un résumé dès que les épisodes seront publiés, si nous atteignons 2500 likes pour que cette histoire puisse continuer à avancer. Pour ma part, moi c'est tout. J'espère que, comme d'habitude, vous avez aimé ces résumés plus courts, mais que vous les apprécierez. On se retrouve dans un prochain résumé et, en attendant d'avoir plus d'épisodes de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui, honnêtement, est très bonne et assez méconnue. C'est ainsi que commence cette histoire avec un jeune homme qui a été humilié par les dieux au point de passer du statut de prince respecté à celui d'être puni avec une telle brutalité qu'il en a même perdu la vue. Ici, on le voit chercher son frère dans le château qui lui appartenait, mais ce dernier n'est rien d'autre qu'un traître, l'attaquant puisqu'il s'est lui aussi vendu aux dieux. Malgré ses blessures, le mutilé Shao Yun arrache la lance, entamant un combat où l'albinos démontre qu'il a du talent, qu'il ait des yeux ou non. Après une simple entaille, son frère Bai lui impose un choix. Faire croire à sa mort, organiser ses funérailles, mais renoncer à son nom et au royaume. Le protagoniste lui prouve qu'il aurait pu le tuer avant, mais il accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sans doute pas un jour. Pendant ce temps, on voit qu'il y a des années, le nom de Shao Yun représentait le héros de l'humanité, car il a sauvé tout le monde du démon connu sous le nom de Kuiba, qui renaît tous les 333 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux, l'humiliant avec les pires des châtiments. Pendant ce temps, son frère s'emparait de ses titres. Il ne lui reste que la lance qu'il a blessée pour survivre, puis 30 ans plus tard, le vieil homme est craint dans cette petite communauté pauvre. Mais avec ce forgeron comme ami, qui en plus d'améliorer son arme, l'avertit qu'il y a des bandits qui l'observent. Eh bien, Shao Yun se retrouve dans la forêt pendant que ses voleurs sont convaincus qu'ils vont tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile, il essaie de les avertir, mais il le force à utiliser un seul mouvement avec lequel il démembre tout le groupe au complet. Au final, c'est toujours la même chose, seuls ceux qui veulent le tuer pour les 50 000 pièces de cuivre que vaut sa tête s'approchent. Et c'est justement pour ça qu'il a tout un cimetière dans la cour de sa maison. Même en cherchant le repos, il fait face à une présence si rapide et puissante qu'il croit que son frère lui a enfin trouvé un assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, est simplement en train de jouer avec lui tout en le serrant dans ses bras. Il ne lui accorde pas plus d'attention, mais pendant la nuit,
un bandit se sert de l'enfant pour entrer et prive le vieil homme de sa perception. Et c'est le petit, se sentant coupable, qui finit par le sauver. Le problème, c'est qu'il n'est pas habitué à tuer. Alors le vieil homme prend la faute sur lui, il le calme un peu et malgré tout, quelques instants plus tard, il l'emmène avec lui pour enterrer le cadavre. Ici, les deux comprennent qu'ils sont tout aussi exilés par la société, car l'enfant aussi est abandonné, dormant dans les ordures. Il restera donc avec lui et décide de l'appeler Milin. Petit à petit, il apprend à l'enfant à canaliser le pouvoir et à le transformer en attaque. Mais le vieil homme est surpris car l'œuvre de cet enfant est trop grande. Malgré tout, ils rentrent à la maison où le forgeron lui raconte que Quiba, le démon, était réapparu. Et cela pourrait être l'occasion de retrouver et de se venger de son frère. Cependant, dans la nuit, il se rend compte que l'apparition de Quiba est réelle, car il est dans le corps de Milin. C'est dangereux car il se rappelle que dans l'Alliance, il ne pouvait qu'éliminer la créature rapidement. Il l'emmène au lac pour le noyer, du moins c'est ce qu'il paraissait, car des années plus tard, on voit Milin s'en servir pour canaliser son chakra avec l'eau. En retirant l'aura de Quiva, il peine à suivre sa trace dans le ciel. Jusqu'à ce village inconnu à cause de sa pauvreté, en plus situé en montagne. Malgré cela, les villageois apprécient le jeune homme pour son travail et ses ventes exceptionnelles. Mais une épidémie se propage discrètement dans la région. Le vieil homme demande à Milin, à titre d'épreuve, de canaliser son pouvoir pour protéger le fruit pendant son absence. Cependant, alors que le vieil homme rentre seul, Ming Sheng, le seul de ses guerriers à lui être resté fidèle, apparaît. Il l'avertit de la peste, qui selon les rumeurs serait due au Quiva. Ainsi, chacun a désormais une pierre détectant le démon, donc Xiao Yun doit prévenir le jeune homme. Avant cela, il réalise qu'il a aussi été infecté. Puis le chef du village, Yehuya, apparaît. Celui-ci cherche à s'échapper avec ses hommes par la frontière et pour cela, il utilise des infectés. Ainsi, le vieil homme est enlevé tandis que Milin parvient à accomplir la mission, bien qu'avec un peu d'aide de cet elfe inconnu. En rentrant chez lui, il ne trouve qu'une marque qui, depuis son enfance, signifiait qu'il y avait un grand danger qu'il devait fuir. Évidemment, il part chercher sa seule famille et les retrouve sur un pont, où Yehuya explique qu'ils doivent fuir si les dieux décident d'exterminer tout le monde. Mais le héros ne pense qu'à sauver le vieil homme, défiant le chef du village en duel. Un combat à coups de poing commence où le vieil homme s'énerve à cause de son petit. Cependant, son chevalier lui rappelle qu'il ne doit pas s'énerver, d'autant plus qu'ils sont en train de préparer leur vengeance et de récupérer tout ce qu'on lui a pris. Pendant ce temps, le héros semble être en désavantage face à ce fouet modifié, surtout en essayant d'éviter que le fruit de son maître ne soit endommagé. Il comprend que pour gagner, il ne lui faut pas seulement de la puissance, mais aussi savoir clairement ce qu'il veut protéger. Il arrête la dague à main nue et avec elle, envoie une quantité d'énergie qui plaque son adversaire contre un rocher. Ici, l'albinos accepte la défaite. Mais en plus, par devoir, il lui remet son pouvoir, même sa forteresse. L'important pour lui, ce sont les gens. Son maître le félicite pour sa réussite, tous commencent à respecter sa force. Plusieurs jours passent, alors que nous voyons le général, un génie technologique obsédé par l'élimination de Quiva, dont il connaît toute l'anatomie. Il reste pourtant frustré, car malgré tant de guerres, les humains n'ont jamais pu se défendre contre le démon. C'est pourquoi il atteint la limite nécessaire pour obtenir une arme. Cependant, il est curieux que ce type et toute la zone qui l'entoure soient sans un seul infecté. C'est pourquoi, pour le forgeron, le type a dû trouver un remède qui pourrait être parfait pour Xiao Yun. Le problème, ce sont les rumeurs disant qu'à l'entrée de sa grotte, on entend les plaintes des enfants qui l'utilisent pour ses expériences. C'est pourquoi le vieil homme conseille au chevalier d'empêcher Milin de prendre ce risque. Pourtant, l'homme, peu enclin envers le protagoniste, le laisse partir le chercher. Il arrive à une grotte où il est surveillé par plein de pièges dont il doit se débarrasser grâce à sa grande vitesse. Malgré tout, il y en a beaucoup. Il est convaincu qu'il va mourir jusqu'à ce que sa machine commence à indiquer que la grotte est proche. Il n'arrive pas à croire que la créature qu'il cherche depuis 10 ans soit si proche. Mais il fait tout exploser jusqu'à atteindre son laboratoire, où il lui demande de sauver son père. L'homme, surpris par son apparence humaine et son côté influençable, constate qu'il veut juste aider sa famille. Il le fait tout de même asseoir. Il prend des échantillons de sang et effectivement, c'est le Quiva. Donc, sous prétexte de lui donner l'antidote, il commence à le préparer. Le protagoniste réalise que l'homme possède un robot très réaliste, même lorsqu'il pleure. Le vieil homme le trompe, l'assoit sur la chaise et baisse ses défenses pour le détruire avec le réacteur. Heureusement, Jehu est déjà dehors avec des canons démontrant sa loyauté envers le protagoniste. Mais le vieux sait que ce bandit ordinaire finira un jour par devenir le démon destructeur que tout le monde connaît. Donc s'ils doivent se sacrifier pour atteindre leur objectif, il fera tout exploser. Cependant, Milin a d'autres plans et essaie de sauver le gars, allant même jusqu'à l'entrée avec lui.
Elle lui demande de sauver sa seule famille et reste ensevelie. Cela pousse le vieux à se rappeler comment il a commencé à fabriquer des armes capables de détruire Cuiba afin de garder sa famille en sécurité. Cependant, cette obsession l'a justement amené à négliger sa fille. Suite à une chute, elle est gravement blessée, ce qui renforce sa haine envers le démon. Maintenant qu'il a vengé, il se sent encore plus vide. Parce que les livres n'ont jamais décrit que Cuiba avait une personnalité aussi humaine, voire même une famille. Alors il finit à genoux. Alors que Yehuya l'emmène accomplir sa mission, Milin surgit des décombres, ayant pris plus de risques pour sauver le corps robotique de la fille. Ce geste touche profondément le vieil homme. Enfin, il baisse la tête pour la première fois et devient un allié. Mais en revenant au village, le protagoniste remarque une inconnue qui l'a fasciné, tandis que le vieil homme se remet de sa maladie. Tout cela grâce au général qui répand l'antidote dans la région. Mais il s'est aussi rendu compte que ce virus ne venait pas de Cuiba. C'était une création humaine. Et les villages de la montagne doivent s'allier, car ici commence une guerre pour contrôler la région. Il gagne des alliés au passage. Pendant ce temps, Yehuya devient chef des troupes, faisant preuve d'une grande stratégie, attaquant de nuit et profitant du terrain à son avantage au milieu de tout cela. Le protagoniste ne trouve toujours pas la fille qu'il cherche. Cependant, comme cela cause beaucoup de problèmes et que des innocents doivent en payer le prix, un jour il choisit une fille qui attire son attention. Il affirme qu'il l'a cherchée, bien qu'il la protège et la nourrisse, elle veut fuir à tout prix. L'un précise qu'il ne fera rien contre sa volonté. Il cherche à éviter que ces hommes enlèvent d'autres femmes. Donc, après une semaine, il dira qu'elle ne lui plaît plus et qu'elle pourra partir sans problème. Cependant, en quelques jours seulement, la fille change de regard sur le protagoniste, surtout lors de la fête foraine où, pour lui offrir un œuf, il affronte deux géants dans un concours de force. Au début, le protagoniste semble minuscule, mais il a une grande endurance. La fille s'inquiète, pourtant il gère parfaitement la situation, ce qui l'impressionne. Elle découvre seulement après que leur mariage est déjà en préparation. Elle croit que c'est le plan du protagoniste, mais le vieil homme précise que les villageois ne plaisantent pas. Il doit être sérieux avec la fille ou l'abandonner. Le jour du mariage arrive. La fille arrive en robe prête. Soudain, un homme encapuchonné tente d'enlever la mariée, inquiétant tous. Mais le protagoniste la ramène chez elle après lui avoir montré un paysage. Elle se rend compte qu'il est digne de confiance et quelque chose change pour elle. Elle prend alors le bateau et avance. Et soudain, elle se retrouve transportée au pays des dieux, où il s'avère qu'en réalité, c'est bien la fille que le protagoniste cherchait depuis si longtemps. Avec les cheveux bleus. Elle était camouflée pour retrouver le Cuiva, mais après les événements, elle doute. Pendant ce temps, le protagoniste est triste, car le vieil homme ne peut pas voir tout ce qu'ils ont vécu. Il entend alors parler d'un tournoi, où le Grand Prix est un objet bien connu comme l'œil de cristal. Sa fonction principale est de retrouver le Cuiva, mais il permet aussi de rendre la vue aux aveugles. Tout cela lors d'un événement organisé justement par le traître Bai. Mais ici, le protagoniste arrive au Colisée. Lors du contrôle, ils essaient de l'accuser d'avoir volé l'invitation car les gens ordinaires ne peuvent pas être ici. Cependant, il est sauvé par le guerrier qu'il avait rencontré lors de son entraînement et qui lui explique que l'accès au tournoi est réservé car le gagnant peut devenir chef de l'Alliance contre le Cuiva. Le protagoniste hésite sur la marche à suivre. Il est évident qu'il a la force pour participer. Et voilà Bai, qui passait par là, le voit. Même avec son ami Elf, qui est poursuivi avant la compétition, car la famille des lions aspire au leadership de l'Alliance. Ils veulent éliminer les plus puissants avant le jeu. Le protagoniste l'aidera grâce aux leçons de son père en attendant l'événement. L'elfe atteint la finale contre un adversaire à monture, surpris qu'on autorise des handicapés et se moquant de lui. L'elfe garde le silence, lance un combat équilibré où le lion gagne par sa force et sa vitesse. Le bras de l'elfe tremble. Pourtant, chaque coup d'épée est bloqué dans une chorégraphie de véritable champion. Et grâce à sa rapidité, l'elfe parvient à égratigner un peu l'œil de son adversaire, qui se remplit de rage et active davantage de doigts chakra. Ainsi, chaque coup se fait sentir encore plus fort. Son épée finit brisée et il ne lui reste qu'un seul coup à encaisser. Cependant, il crée la surprise en esquivant l'attaque, et avec ce qui était son bras blessé. Il lui donne un coup de poing chargé d'énergie qu'il envoie valser, s'écrasant contre un mur, alors qu'il reste coincé dans un coin, car il vient de perdre. C'était le conseil du protagoniste. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant tout le tournoi, en se battant avec, pour que l'adversaire baisse sa garde et qu'il garde ce coup final en réserve. Le Colisée le célèbre. Comme convenu, le protagoniste conserve l'œil de verre pour l'avoir aidé à gagner. Ils se séparent à nouveau, tandis qu'il fait ses adieux au vieux Bai, sans savoir qu'il a été un traître. Malgré tout, on voit la procédure où on installe l'œil de verre au vieil homme. Évidemment, les premiers jours sont consacrés à la récupération. Sa vision est fragile, mais il est déjà ému de voir les couleurs.
Cependant, ils sont interrompus par une lettre invitant les chefs des villages pour conclure l'alliance de toute la montagne lors d'un grand banquet, ce qui est clairement suspect. Mais l'albinos doit y assister. Cependant, on l'oblige à laisser son arme à l'entrée, tandis que tous les chefs décident qui pourra diriger les autres, pendant que Zhu, de façon étrange, est impatient d'être choisi. Car sa proposition est d'unir leurs forces pour parvenir à un accord avec l'Alliance. Mais pour Zhao Yun, ce n'est pas une bonne idée. Il est évident que tout ira bien les premiers jours, mais ils resteront le jouet des dieux. Ainsi, la plupart des chefs commencent à le voir petit à petit, comme quelqu'un qui veut collaborer avec l'ennemi. Alors, sentant qu'il est en train de perdre, il sort sa carte maîtresse, révélant à tous que le vieil albinos, en réalité c'est le frère de Bai, le chef de l'Alliance. La haine se retourne alors contre lui, tout le monde le traite d'infiltré. Pourtant, Bai, son frère, lui a clairement volé le trône, il n'aurait aucune raison de revenir. Ils exigent qu'il prouve sa loyauté en buvant un vin potentiellement empoisonné. Il obéit et la plupart des chefs acceptent qu'il les dirige dans la guerre, impressionnés par sa puissance et sa rage. Si Zhu leur dit qu'ils n'ont pas à le suivre ni à risquer leur village pour quelqu'un lié au Kueva depuis l'enfance, Kueva. Et les autres chefs s'agitent, le démon des légendes qui n'apporte que le chaos. Ils en ont tellement peur qu'ils l'obligent à rester sans rien faire. Finalement, la panique des autres. L'Alliance pourrait les punir, alors le festin continue. Le vieil homme se rappelle qu'après l'opération, il ne pouvait pas utiliser son chakra sans risquer sa santé. Mais en entendant les critiques contre celui qu'il considère presque comme son fils, il force ses yeux, réussissant à voir un peu tout en remplissant ses bras d'énergie. Car ici, pendant que Sangra se lève pour affronter tous les chefs des villages dans cette salle, et quiconque se met en travers de sa sortie. Grâce au chaos, Eng et Yehuya étaient prêts à entrer. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'ils savent, c'est que maintenant, définitivement, il ne reste plus qu'un seul chef pour toute la montagne. Ainsi, les jours passent. Maïlin rentre à la maison, mais il doit se préparer. Car maintenant, les royaumes à la frontière des montagnes préparent leurs forces pour affronter Xiao Yun avec de puissantes armes. Mais il le sous-estime, pensant que, malgré sa famille importante, sa cécité limite ses capacités et qu'il doit se méfier d'eux. C'est une nouvelle chance de les effacer. Le lendemain, il rencontre le royaume des bêtes, peu désireux de s'impliquer dans une guerre étrangère. Mais pour s'entendre avec l'Alliance, ils acceptent ce sacrifice. Et en finir le plus vite possible avec le vieil homme, qui est justement en train de traverser les terres des lions. Ceux-ci lui envoient une lettre disant qu'ils ne sont pas intéressés par la guerre et qu'il doit passer le plus rapidement possible. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'un piège pour pouvoir les affaiblir, puis leur tendre une embuscade avec une épée spéciale qui se nourrit des chakras, multipliant ainsi sa force. Ils doivent donc être sur leur garde. Cependant, ici Xiao Yun semble s'évanouir, ce qui les oblige à se reposer dans la région. Le vieil homme ne doit pas bouger pendant 7 jours, ni utiliser ses pouvoirs. Mais rester immobile leur donne un avantage en cas d'embuscade, car ils ont suffisamment de provisions pour se défendre et se nourrir. Tandis que le lion, au fil des jours, manque de nourriture. C'est pourquoi il se retire, et ses alliés sont décidés à engager le combat de front. Après tout, les gens des montagnes ne sont rien d'autre que de faibles bandits. Cependant, le protagoniste prépare déjà des troupes pour attaquer par l'arrière, plaçant les lions en désavantage. Le combat dure grâce à l'usage de canons contre les gens des montagnes, mais la force des protagonistes reste supérieure. Et ils parviennent à s'emparer de ce qui reste de la montagne, tandis qu'il ne reste plus que des adversaires au sol. Pourtant, l'albinos, avec sa puissante arme, est trop fier pour battre en retraite. Et à un moment, il fait un véritable carnage. Alors Milin, pour éviter plus de morts, le défie dans un dernier combat de guerriers. Le duel à l'épée commence, avec une grande rapidité des deux côtés. Mais la différence d'armes se fait vraiment sentir. Libérant une aura chargée du pouvoir des dieux, malgré tout, le protagoniste avance et bloque ce qu'il peut. Mais c'est lorsqu'il se retrouve enseveli qu'il active quelque chose de plus, libérant enfin les 4 chakras. Là, son énergie prend une teinte rouge, où son arme devient son propre corps. Et avec cela, il finit par dominer son rival, avec cet impact massif. Car comme le disent les règles des duels, il doit remettre son arme et se prosterner. Pourtant, le protagoniste n'en voit pas l'intérêt. Une telle humiliation n'est pas sa façon de faire les choses. Et il ne gardera pas non plus la relique. Le géant reste donc perplexe. Cependant, il respecte bel et bien sa force. Se retrouvant ainsi sans honneur et sans but, il décide ensuite d'accueillir cette bête parmi les troupes. Pour la nuit, Milin finit de se remettre de ses blessures. Mais l'aventure doit continuer et il a du travail à faire. Pour atteindre l'Alliance. Et enfin, affronter les dieux. Cependant, c'est ici que s'achève la première saison de ce Donghua. Dans le dernier épisode, on nous annonçait même, avec une animation, la deuxième partie pour 2022, mais elle n'est jamais sortie. Donc pour l'instant, on se contente de ce Donghua agréable à regarder. L'animation laisse à désirer et l'histoire saute des scènes qui auraient pu être épiques.
Globalement, c'est correct. Il ne reste qu'à ceux qui cherchent en l'inconnu d'en profiter. 3000 likes pour résumer les préquels, qui sont très anciennes, avec une autre animation. Mais si ça vous intéresse, je vous les apporterai tout de suite. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Tous ces artifices ne me donnent pas le bonheur. Tous ces artifices ne me donnent pas l'éternité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci. Regardez. Vidéo.